Merci. Donc, comme Jean-Paul vous l'a dit, c'est la dernière session de cette université populaire qui a été inaugurée à un moment où, je dirais, où on était en plein dans le début des révolutions arabes et elle a tourné quand même beaucoup autour de ces révolutions, de leurs conséquences, de la situation dans les différents pays. Aujourd'hui, c'est une séance de conclusion, si on peut dire, conclusion tout à fait provisoire, parce que les révolutions sont encore en cours et ça va sans doute durer, mais essayer de réfléchir, on voulait réfléchir aujourd'hui sur les perspectives, et notamment sur le fait de savoir s'il y avait dans ces mouvements des forces de gauche, quelles étaient leurs positions, quel était leur impact, et comment elles se situaient par rapport à ces révolutions. Et c'est vrai que vous avez vu, notamment dans les médias, après l'espèce d'euphorie qui a duré quelques mois autour du printemps arabe, il y a eu très rapidement l'idée qu'au printemps arabe allait succéder un hiver islamiste et que bon, le résultat des élections prouvait ça. Donc on a voulu essayer de réfléchir et de voir dans ce monde arabe quelles sont les forces, disons, de gauche progressistes qui existent, comment elles se situent et quel est leur impact. Donc ça va être un peu le thème des deux interventions que vous allez écouter ce matin. Cet après-midi, ça sera plus autour de l'Égypte. Mais donc, ce matin, vous allez entendre Nicolas Do-Pouillard, qui est chercheur à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui est à Beyrouth, parler des gauches arabes et des enjeux stratégiques au Proche et au Moyen-Orient. Et on voit bien aujourd'hui comment, notamment autour de la Syrie, se nouent des alliances et des oppositions très fortes sur la question de la géopolitique, du rôle des Américains, le rapport avec les révolutions, etc. Donc voilà, donc je lui passe la parole pour environ 1 heure, et ensuite pour une demi-heure, 3/4 d'heure de questions. D'accord, donc merci pour cette invitation sur un sujet qui est de fait un sujet assez large, voire même je dirais trop large. Je ne vais pas couvrir l'ensemble des positions politiques des gauches arabes du Maroc jusqu'au Yémen face aux défis du Proche et du Moyen-Orient. Ça serait naturellement beaucoup trop large et de fait beaucoup trop vague. Donc j'étais obligé un peu de circonstancier mon sujet et un peu de le problématiser, on va dire, en conséquence. Donc je me concentrerai surtout sur un espace qui est, disons, l'espace moyen-oriental au sens propre, c'est-à-dire le Liban, les territoires palestiniens, la Syrie, l'Irak et la Jordanie. Je laisserai un peu de côté l'Égypte, parce que les débats ne recoupent pas forcément exactement les débats politiques qu'il y a dans l'espace que je vais étudier, et parce que surtout l'Égypte va être considérablement étudiée cet après-midi. Et je vais circonstancier le sujet aussi dans le sens où je vais expliquer pourquoi il y a un défi qui est très spécifique dans cette région, qui notamment tourne, à mon avis, autour du défi qu'on va appeler géostratégique ou géopolitique, puisque c'est, comme je le montrerai, un espace qui est considérablement un espace fondamentalement marqué par, on va dire, la guerre, ou une guerre longue, ou une guerre froide, qui peut avoir des fois des foyers plus ou moins allumés, et c'est un espace également qui est considérablement marqué par le fait communautaire, qui reste un défi pour la gauche, qui est sûrement pas un défi nouveau, qui est un défi qui est apparu lors de la guerre civile libanaise, mais qui est un défi que la gauche a toujours du mal à relever, que ce soit aujourd'hui au Liban, mais on pourrait aussi citer par exemple l'Irak et bien sûr la Syrie. La deuxième chose, c'est quand on parle des gauches, il faut savoir effectivement de quelle gauche on parle, qu'est-ce que c'est que la gauche dans le monde arabe et qu'est-ce que c'est la gauche au Moyen-Orient, puisque les catégories de la gauche ne recoupent pas forcément celles, disons, des gauches occidentales. Il y a certains courants qui recoupent des courants qu'on connaît ici en France ou en Angleterre, etc. Mais il y a d'autres courants qui s'affirment à gauche ou qui eux-mêmes se considèrent à gauche et qui ne recoupent absolument pas des tendances historiques qui existent, par exemple, dans les principaux pays occidentaux, même si vous allez avoir par exemple des organisations comme le Fatah palestinien, par exemple, qui va appartenir à l'international socialiste, ou le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat, qui est une des principales formations de la communauté druze au Liban, qui est aussi adhérente à l'international socialiste. Ça ne fait pas de ces organisations, par exemple, on va dire des organisations de type social-démocrate. Pour mémoire, le Rassemblement constitutionnel démocratique de Zine Abidine Ben Ali était aussi membre jusqu'à rapidement 1 an de l'international socialiste en question. Donc aujourd'hui,
les principales forces de gauche, ou tout du moins quand on va dire les partis qui existent à gauche au Moyen-Orient, c'est, bon, on va dire d'abord les partis qui descendent des partis communistes pro-soviétiques, qui certains existent encore, certains ont encore une force relative. Il s'agit naturellement du Parti communiste libanais, du Parti communiste jordanien, du Parti populaire palestinien, qui est l'ancien Parti communiste palestinien, et également en Syrie, des partis notamment qui sont alliés actuellement au Baas, notamment les partis communistes syriens de Bagdash et de Faisal, puisque le Parti communiste syrien s'est éclaté depuis beaucoup d'années en 4 ou 5 tendances, dont 2 tiennent encore jusqu'à aujourd'hui fortement avec le régime et avec le Baas. Donc ça, c'est un peu les tendances, la première tendance que vous trouvez un peu dans les pays arabes, les tendances, on va dire, des partis communistes anciennement pro-soviétiques. Vous avez aujourd'hui encore des forces de gauche qui proviennent d'une fusion, on va dire, dans les années 1960, qui proviennent d'une fusion à l'époque un peu entre les idées d'un nationalisme arabe radicalisé et les idées de la gauche radicale en cours à l'époque, et qui s'est trouvé également fortement inspiré, notamment par le marxisme vietnamien, par le modèle de la révolution vietnamienne, voire même un peu par le modèle maoïste. Il s'agit d'organisations assez connues, notamment pour ceux qui connaissent un peu le champ politique palestinien, du Front populaire de libération de la Palestine et du Front démocratique pour la libération de la Palestine. Il s'agit aujourd'hui en Jordanie d'une des principales formations de l'opposition de gauche qui s'appelle le Parti de l'Unité populaire démocratique. Au Liban, cette tendance un peu venant de l'extrême gauche a un peu disparu. Elle était représentée avant par l'Organisation d'action communiste au Liban, qui a disparu avec la fin de la guerre civile. En Palestine, c'est grosso modo eux qui dominent un peu, je vais dire, le champ à gauche. Et là, quand je dis que l'histoire des gauches arabes ne recoupe pas forcément l'histoire des gauches occidentales, on a un exemple prégnant, puisque ici, ce qu'on appellerait l'extrême gauche, en l'occurrence avec le Front populaire pour la libération de la Palestine, c'est véritablement un mix qui vient à l'origine non pas tellement de la gauche que du nationalisme arabe, puisque le Front populaire de libération de la Palestine vient lui-même d'un mouvement qui s'appelait le mouvement des nationalistes arabes, qui avait été fondé dans les années 1950 par le professeur Constantin Zourek à Beyrouth, et plus précisément à l'université américaine de Beyrouth. Donc là, on voit que le référent nationaliste arabe, par exemple, a donné naissance également à des forces se situant dans les années 60-70 jusqu'à nos jours, se situant plutôt dans la gauche. Lorsque je parle de ce référent nationaliste arabe, il est d'autant plus important à comprendre qu'il y a des organisations nationalistes arabes jusqu'à aujourd'hui qui elles-mêmes se classent à gauche avec une forte référence au socialisme. Elles se classent d'autant plus à gauche que dans les nationalismes arabes, vous avez eu des versions plus à gauche que d'autres du nationalisme arabe. C'est l'exemple notamment de la Syrie. Il faut se rappeler que Hafez al-Assad est quand même arrivé au pouvoir en 1970 en faisant un coup d'État qui s'appelait à l'époque le mouvement rectificatif, contre Salah Jdid, qui était lui-même le représentant, on va dire, de la gauche du Baas, et qui est mort en prison plusieurs années après le coup d'État de Hafez al-Assad en 1970. On trouve toujours certaines de ces organisations nationalistes arabes dans le monde arabe, qui se situent plutôt à gauche. Il y a l'exemple, par exemple, au Liban, de ce qui s'appelle l'Organisation populaire nassérienne, qui avait un député, je pense qu'en 2009, qui s'appelait Oussama Saad, qui est une grande famille de Saïda. Oussama Saad et l'Organisation populaire nassérienne n'étaient pas seulement considérés comme des nassériens, comme des nationalistes arabes, mais étaient considérés effectivement aussi plutôt comme des gens et une tendance politique très fortement marquée à gauche, notamment dans leur programme économique. Donc voilà, on a un peu, ça c'est les deux, je dirais, les trois grandes tendances qui composent ce qu'on peut appeler les gauches arabes, avec cette tendance nationaliste qui est très forte. Aujourd'hui, vous avez ces tendances et vous avez aussi l'émergence de nouvelles petites tendances de gauche, notamment trotskistes, on peut dire au Liban. Ça apparaît, il y a aujourd'hui une organisation qui s'appelle Muntada al-Ishtiraki, le Forum socialiste, qui est la fusion de plusieurs petits groupes trotskistes qui restent extrêmement minoritaires, mais qui, par contre, sont extrêmement actifs dans différents mouvements sociaux, que ce soit sur les mouvements sociaux sur la question de l'immigration, sur la question des femmes, etc. Ils sont assez présents politiquement. Vous avez eu à une certaine époque, également dans certains pays, une volonté de développer quelque chose qui se situe un peu dans la continuité de l'altermondialisme, etc., avec certaines tentatives de créer des mouvements équivalents à peu près à Attac. Il y a eu la création d'ailleurs à une époque de Attac Liban. Ces mouvements, on va dire, n'ont pas véritablement pris dans la région. Ils ont fait un travail intéressant à une époque, mais c'était très difficile de transposer, on va dire, les grandes thématiques altermondialistes sur le terrain moyen-oriental avec ces problématiques propres. Si je dois parler de la gauche aujourd'hui, je vais être obligé aussi de dire quelque chose de très simple, c'est que cette gauche est historiquement en difficulté. Son cycle historique
de contestation est passé. C'est un cycle c'est-à-dire son heure de gloire est passée. C'est une œuvre qui grosso modo se situe pour l'essentiel dans les années 1960-1970, qui a été très exponentielle après 1967, c'est-à-dire après la défaite des États arabes face à Israël en 1967. Il y a eu une véritable radicalisation à gauche, pas seulement au Moyen-Orient, hein, on l'a vu aussi dans les pays du Maghreb, avec des formations comme le Travailleur tunisien en Tunisie, qui a été fondé au début des années 70, qui avait des contacts justement avec le Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est-à-dire après 1967, après grosso modo un certain échec du nasserisme, on va dire, et un certain échec du nationalisme arabe, il y a eu une véritable radicalisation à gauche, et c'était à cette époque, effectivement, sont apparues nombre d'organisations se situant dans la gauche radicale, même si, effectivement, antérieurement, des formations comme les partis communistes avaient une véritable base populaire. L'exemple, c'est l'Irak, où effectivement le Parti communiste irakien était dans les années 1950 une des principales organisations politiques et populaires. Quand je dis que son cycle est passé, c'est que son cycle aussi est passé depuis, à mon avis, longtemps. La crise de la gauche, je pense, ne date absolument pas de la chute de l'Union soviétique. Elle est bien antérieure à la chute de l'Union soviétique. La crise de la gauche s'ouvre véritablement à la fin des années 1970, et plus précisément en 1979 avec la révolution iranienne, avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui va être un véritable coup pour les gauches arabes à l'époque, puisqu'il va y avoir aussi un discours qui va se développer chez beaucoup de militants de la gauche arabe, d'ailleurs, qui vont se tourner vers l'islamisme, et qui est de dire: nous pensions que être de gauche, c'était être anti-impérialiste. Or, aujourd'hui, il s'avère que l'Union soviétique et les partis communistes qui lui sont affiliés se comportent aussi de manière impérialiste, etc. Ça a été quelque chose, ça a été un véritable débat à gauche, ça a été un véritable coup pour la gauche, à l'époque, l'invasion soviétique de l'Afghanistan, et combiné à la révolution iranienne, ça a été, et à l'émergence donc de l'islam politique, et un islam politique qui va occuper de plus en plus le champ politique, la perte de vitesse de la gauche, véritablement, s'engrange à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Donc voilà, ça c'était un peu pour un retour historique et un peu une mise en contexte. Donc gauche qui est affaiblie, qui est tellement affaiblie que par exemple si on prendrait le cas d'un État qui est en décomposition par ailleurs, qui est l'Irak, on pourrait dire gauche année zéro, même s'il y a, je vais le montrer, des mouvements très intéressants, notamment syndicaux. C'est pourquoi on ne peut pas parler non plus, à mon avis, aujourd'hui des gauches dans le monde arabe en la limitant aux partis politiques, ça n'aurait pas véritablement de sens. C'est-à-dire pour un État comme le Liban, si on parle de la gauche, on va parler effectivement de partis politiques comme le Parti communiste libanais, comme l'Union des jeunesses démocratiques libanaises qui sont les jeunesses du Parti communiste. Mais quand on réfléchit à la gauche au Liban, on est obligé aussi à réfléchir à des formes non partidaires de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des personnalités politiques qui font pratiquement office à elles seules de partis politiques. Une personnalité, par exemple, comme l'intellectuel Fawaz Traboulsi au Liban, c'est quelqu'un, autour de Fawaz Traboulsi, il n'y a pas une organisation politique, mais il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a tout un milieu politique qui fait que lorsque le Parti communiste libanais, par exemple, organise une conférence, il invite une personnalité comme Fawaz Traboulsi, il va inviter une personnalité comme Charbel Nahas, qui est l'ancien ministre du Travail, parce qu'aujourd'hui, la gauche, ça ne passe plus forcément par la forme parti. Ça va passer par des personnes, ça va passer par des personnalités qui s'expriment dans des journaux, ça va passer par des personnalités intellectuelles, ça va passer par des personnalités qui s'investissent dans des mouvements sociaux, et donc plus forcément par la forme parti. On a vu ça, là, un peu l'affaiblissement et l'essoufflement de la forme parti à gauche dès les années 1990. L'exemple type, c'est en Palestine, puisque pour ceux qui connaissent ou qui sont un peu allés en Palestine, et qui ont un peu discuté avec les mouvements sociaux là-bas, vous verrez que notamment dans tous les mouvements des droits de l'homme, dans toutes les associations un peu de base, dans les villages et dans les camps de réfugiés, souvent on trouve des activistes qui ont un grand passé à gauche, c'est-à-dire qui étaient investis dans les années 1970-1980 au FPLP, au FDLP, au Parti communiste, et qui aujourd'hui, par lassitude ou pour d'autres raisons, ne font plus partie d'une organisation politique, mais continuent de développer une militance, mais plus par le champ associatif. C'est ce qu'on a appelé aussi, à une certaine époque, l'ONGisation, finalement, de la gauche palestinienne, qui a été aussi critiquée au début des années 2000, en disant que l'ONGisation pouvait aussi poser problème, et qu'il faut aussi occuper le champ politique, parce que sinon, c'est toujours la même chose, d'autres occupent le champ politique à votre place. Mais donc voilà, dans cette mise en contexte, je voulais dire ça, grosso modo, que la forme partidaire n'est plus la seule qu'il faut étudier. Par exemple, si on étudie un peu la réémergence ou l'émergence, même très timide, de mouvements, on va dire, de type progressiste en Irak,
il faut se pencher non pas sur les quelques partis groupusculaires qui existent, mais plutôt sur les mouvements syndicaux qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui sont extrêmement intéressants. Donc deuxième mise en contexte, là je vais un peu moins parler de la gauche, je vais dire un peu revenir à c'est quoi la problématique de ce qu'on veut dire aujourd'hui. La gauche face aux défis stratégiques du Proche et du Moyen-Orient. La question c'est pourquoi aussi il y a défi. Donc j'ai parlé du premier défi qui a relevé pour la gauche, qui est un défi historique, c'est que tout cet espace, Liban, Palestine, Irak, Jordanie, Syrie, c'est un espace qui effectivement depuis 60 ans est un espace de conflit, qui s'inscrit dans une conjoncture guerrière et qui s'inscrit dans des rapports de force géopolitiques, régionaux et internationaux. La première chose qui nous vient à l'idée, bien sûr, c'est que c'est un espace qui est considérablement marqué par le conflit israélo-arabe, plus précisément par l'occupation israélienne, bien sûr, des territoires occupés, qui est très marqué par la question palestinienne, puisque la question palestinienne a directement affecté ces espaces, ne serait-ce que par la question des réfugiés. Aujourd'hui, les réfugiés palestiniens se situent dans pas moins de 3 États arabes, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie et le Liban. Il faut se souvenir que c'est un espace marqué par la guerre de manière large par rapport à Israël, aussi parce que l'Organisation pour la libération de la Palestine n'a pas commencé ni sa lutte armée, ni sa lutte politique au sein des territoires occupés, mais elle a commencé en dehors des territoires occupés, c'est-à-dire elle a commencé d'abord en Jordanie, pour ensuite se diriger, comme vous le savez, vers le Liban à la suite de Septembre Noir. Le conflit israélo-palestinien a aussi marqué de toute façon le Liban, puisqu'une partie du sud Liban était, comme vous savez, aussi occupée jusqu'en mai 2000, que le conflit israélo-palestinien s'est répercuté au Liban de manière récente, puisqu'il y a eu la guerre de juillet et août 2006. Donc on a déjà des espaces qui sont fortement marqués par la question israélienne et qui font que depuis 60 ans, effectivement, on reste dans un certain nombre de ces pays, dans un espace de guerre. La deuxième conjoncture guerrière, ça a été naturellement la conjoncture irakienne, qui elle aussi a affecté les espaces autour à partir des années 1990 et encore plus de 2003-2011, c'est-à-dire lors de la présence américaine, qui s'est traduit par des dizaines de milliers de réfugiés, notamment en Syrie et en Jordanie. C'est-à-dire, quand je parle de conjoncture guerrière, on n'est pas seulement face à des logiques politiques, on est face à des logiques humaines, voire même humanitaires, avec des flots de réfugiés, etc., qui affectent d'autres États, et on est tout le temps dans des logiques transnationales qui font que ces pays sont reliés entre eux et que les problématiques politiques sont reliées entre elles. Ce sont des pays enfin qui se retrouvent aujourd'hui tous acteurs et finalement aussi un peu d'une certaine manière otages d'un grand conflit régional et d'un grand conflit mondial. Si aujourd'hui vous étudiez la question syrienne, et on verra en quoi elle divise fondamentalement les gauches arabes, si vous étudiez la question syrienne, vous ne pouvez pas écarter le conflit régional entre l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, le Qatar d'un côté et l'Iran de l'autre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui véritablement structure la situation. Et c'est une région qui se situe, et là encore on peut citer le conflit syrien, c'est une région qui se situe dans une polarisation mondiale. On voit aujourd'hui combien la Syrie aujourd'hui est un véritable champ de bataille qui exprime finalement une certaine polarisation entre d'un côté la Russie et de l'autre côté les grands États occidentaux. Si on prend aujourd'hui le spectre d'alliance mondiale autour de la question syrienne, on voit bien que d'un côté il y a la Russie et les BRICS, c'est-à-dire les pays comme l'Inde, la Russie, la Chine, etc., qui soutiennent le régime, et de l'autre côté, on a plutôt, disons, les grandes forces occidentales, notamment membres de l'OTAN, dont vous voyez également la Turquie, qui sont plutôt en faveur du soulèvement. Je veux dire, la polarisation géopolitique actuellement est très claire, et c'est justement ce qui fait une partie de la tragédie en Syrie, c'est-à-dire cette internationalisation et cette régionalisation du conflit, finalement, qui bloque nombre de perspectives de changement politique. Donc ça, c'est la premier défi pour la gauche, hein, je dirais, voilà, espace de guerre. Deuxième défi pour la gauche, c'est historiquement le fait autoritaire, c'est-à-dire la division de la société, effectivement, entre des appareils répressifs à la tête et souvent une société civile qui n'existe pas ou qui est en germe. Ça peut se traduire, ce fait autoritaire peut se traduire de plusieurs manières. Il peut se traduire historiquement sous la forme de parti-État, comme le passe en Syrie. Il peut se traduire sous la forme de monarchie. Et ce qu'on étudiera, par exemple, c'est ce qui est assez parlant, c'est que dans les révolutions arabes, même les gauches et même les extrêmes gauches ont beaucoup plus de mal à contester les monarchies qu'à contester les partis-États. Et si vous regardez bien, même le discours des gauches, et notamment en Jordanie, j'en parlerai un peu, la gauche a bien du mal à parler de chute du régime, voire même elle ne peut pas en parler parce que c'est un sujet qui est véritablement tabou et qui ne passe pas dans une partie de la population. Elle parle très difficilement de révolution, elle parlera souvent plus de réformes
pour des questions essentiellement tactiques. Mais c'est-à-dire les monarchies, même autoritaires, ont gardé, c'est le cas du Maroc, ont gardé pour de multiples raisons qu'il s'agirait d'étudier, on peut dire qu'elles ont gardé des ressources légitimantes. Quand je parle du fait autoritaire, on pourrait aussi citer l'Irak et le Liban, où d'une certaine forme, il y a une forme, ce sont des formes, on va dire, purement formellement démocratiques. Le Liban est un pays démocratique, et formellement, aujourd'hui, l'Irak est un pays démocratique. Mais il y a un fait autoritaire dans le sens où la structure du régime dans ces deux pays, qui est aujourd'hui une structure du régime confessionnel, permet la reproduction de certaines élites, bloque le renouvellement des élites politiques, bloque l'apparition d'une véritable société civile et bloque, on le verra par exemple au Liban, c'est tout à fait parlant, bloque notamment la gauche sur la question comment faire avancer la question sociale. Souvent la question sociale et la question démocratique dans ces pays, et notamment au Liban, bloquent sur la question communautaire et sur la structure confessionnelle du pouvoir. En plus, au Liban et en Irak, je rajouterais que les logiques confessionnelles se mélangent depuis maintenant de nombreuses années, enfin de très nombreuses années au Liban ou en Irak, mais se mélangent à des logiques miliciennes. Quand je parle du fait autoritaire, il y a un dernier élément, c'est que ce fait autoritaire aussi, c'est un fait qui est lié depuis les années 2000 de plus en plus au fait néolibéral. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dans les années 1950 ou 60, où le fait autoritaire était plutôt lié à l'époque à la logique du développement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu les coups d'État bassistes, ou même dans le modèle nassérien, le fait autoritaire était lié à côté, c'est aussi quelque chose qu'on a vu en Tunisie avec le bourguibisme par ailleurs, était lié à un certain développement de l'État, à une présence de l'État dans les régions pauvres, au développement des infrastructures, à l'alphabétisation, etc. Depuis les années 2000, le fait autoritaire, et notamment en Syrie, c'est vraiment l'exemple le plus parlant, le fait autoritaire est lié de plus en plus au fait néolibéral, ce qui par ailleurs a affaibli aussi les États en question, et notamment le régime syrien. La Syrie est vraiment l'exemple parlant. Si vous prenez aujourd'hui les grandes régions de l'insurrection qui se sont soulevées en mars 2011, ces régions, historiquement, n'étaient pas des régions abandonnées par l'État. C'est au contraire des régions qui, dans les régions comme Deir ez-Zor, Deraa et tout ça, Banyas, Rastan, c'est des régions qui, dans les années 1960 et 1970, ont complètement bénéficié de la manne de l'État. Ce sont des régions desquelles ont émergé beaucoup d'élites politiques. Si vous prenez certains grands dirigeants et hauts dirigeants du régime syrien aujourd'hui, ils viennent de ces régions du soulèvement. Quelqu'un comme Farouk al-Sharar, par exemple, l'actuel ministre des Affaires étrangères, vient de Deraa. Abdel Halim pardon. Farouk Sharar. Oui, vice-président, pardon. Il a été ministre des Affaires étrangères, je crois. C'est ça. Donc l'ancien ministre des Affaires étrangères et aujourd'hui vice-président, il vient lui donc de Deraa. Abdel Halim Khaddam, qui est maintenant en exil à Londres mais qui a quand même été un point important du régime, est originaire de Banyas. Mustafa Tlas vient de Rastan. C'est-à-dire qu'on a des élites politiques aujourd'hui syriennes à la tête du régime syrien qui viennent de ces régions qui aujourd'hui se soulèvent. Et pourquoi elles se soulèvent en l'occurrence? C'est parce que dès le début des années 2000, effectivement, toute la manne de l'État, grosso modo, n'est plus arrivée dans ces régions. Ces régions sont devenues des régions abandonnées. La remise en cause de la réforme agraire, toute une série de privatisations ont fait que ces régions se sont considérablement appauvries et qu'effectivement cela a participé, sur un long terme, sur une dynamique longue, cela a participé du soulèvement de mars 2011. Donc il faut toujours aussi avoir dans cette idée qu'aujourd'hui le fait autoritaire est lié de plus en plus au fait néolibéral. Avec ce paradoxe, encore une fois, je le répète, c'est que ça affaiblit par ailleurs les régimes en question, et notamment cela affaiblit le régime syrien. Troisième élément, ce sont des espaces qui sont marqués cette fois, je dirais, par le fait communautaire, et notamment par le fait communautaire religieux, y compris dans la structure du pouvoir, notamment en Irak et au Liban, et pour partie en Syrie. Alors lorsque je dis que ce sont des espaces qui sont marqués par le fait communautaire, il ne faut pas naturellement travestir les choses et les exagérer. Ça ne veut pas dire par exemple qu'en Syrie, tous les sunnites sont honnis et méprisés par l'État et sont partisans de l'insurrection, et ça ne veut pas dire que tous les alaouites sont de vilains membres de l'appareil d'État et de la bourgeoisie syrienne, etc. Ça, ce sont naturellement des visions caricaturales. Il y a des alaouites et des chrétiens qui peuvent aujourd'hui prendre parti pour l'insurrection. Il y a des alaouites dans les communautés, dans les classes populaires. C'est-à-dire, naturellement, les choses ne sont jamais considérablement blanches ou noires. Mais, grosso modo, c'est vrai que vous avez en même temps de grandes lignes de force qu'on ne peut pas complètement nier. On le voit aujourd'hui en Syrie, on le voit au Liban aujourd'hui de manière complètement caricaturale de nouveau.
le fait communautaire est une réalité dans laquelle, disons, une certaine majorité de certaines communautés religieuses, le plus souvent, vont effectivement se mobiliser d'un côté ou de l'autre de la barrière politique. Et je dirais que c'est un des grands problèmes du printemps arabe, c'est que ce qu'on a vu dans ce qu'on appelle le printemps arabe, le fait communautaire n'a pas été invalidé dans cette région selon un cercle vertueux voulant que la dynamique démocratique de changement va aboutir à la fin des régimes qui vont aboutir à une... Il n'y a pas eu de dynamique vertueuse. Le fait communautaire, dernièrement, en tout cas dans ces derniers mois, dans cette région, n'a pas du tout été invalidé, il a plutôt été confirmé, voire même dans certains pays, il a empiré. Je donnerai l'exemple le plus caricatural donc, sur la question naturellement est le Liban, puisqu'aujourd'hui vous voyez qu'au Liban, les grands partis qui structurent les deux grandes communautés politiques chiites et sunnites, ces deux grands partis choisissent leur révolution. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir le courant du futur qui représente la communauté, qui est la principale organisation dans la communauté sunnite. Le courant du futur va soutenir de toutes ses forces le soulèvement syrien. Et sur ses organes médiatiques, va donner la parole aux opposants syriens. Par contre, il ne parlera pas du conflit à Bahreïn. À l'inverse, si vous prenez le Hezbollah soutiendra plutôt le régime syrien, ne parlera pas des manifestations et du soulèvement, etc., sur notamment sa télévision El Manar. Par contre, il parlera beaucoup de la révolution à Bahreïn. Et c'est-à-dire aujourd'hui, même au Liban, c'est une blague, on dit, voilà, si on veut avoir, grosso modo, un panorama des révolutions, on est obligé de zapper sur la télé, c'est-à-dire que si on veut entendre un peu parler de la Syrie, il faut qu'on aille sur la télévision du Qatar, Al Jazeera, il faut qu'on aille un peu sur Al Arabiya, il faut qu'on aille sur la télévision du courant du futur, Al Mustaqbal. Par contre, si on veut entendre parler de la révolution à Bahreïn, on est obligé de fait d'aller sur la télévision iranienne Al Alam, ou on est obligé d'aller sur la télévision du Hezbollah El Manar, c'est-à-dire cette division confessionnelle qui est une division politique se reflète aussi dans des divisions médiatiques, etc., qui fait que l'information n'est jamais complète, et la tragédie étant que vous avez véritablement un choix des révolutions, c'est-à-dire personne n'est tout à fait contre-révolutionnaire ou révolutionnaire actuellement dans les printemps arabes, tout le monde plutôt choisit ses révolutions dans le sens de ses alliances géopolitiques et dans le sens, plus dans le sens, je dirais, de ses alliances géopolitiques d'ailleurs que de ses choix idéologiques. Lorsque je dis que le fait communautaire structure aussi largement cette région, c'est pas seulement un fait communautaire religieux, ça peut être aussi, ça peut renvoyer à d'autres choses. Par exemple, en Jordanie, quiconque étudie aujourd'hui la situation jordanienne ne peut pas faire l'impasse sur une grande division qui est à l'œuvre en Jordanie depuis très longtemps, mais qui s'accentue et qui s'est accentuée dans le cadre du printemps arabe, c'est la division entre les Palestiniens jordaniens, qui constituent pratiquement la majorité de la population, et d'autre part les Transjordaniens qui étaient là et qui sont notamment très implantés dans l'est du pays, et notamment dans les zones tribales, et on verra comment même la gauche n'a pas réussi, la gauche jordanienne n'a absolument pas réussi, bien au contraire, à dépasser cette division de la société jordanienne, et comment finalement cette division entre Transjordaniens et Palestiniens jordaniens a pesé sur l'échec, et voire même sur toutes les limitations du mouvement contestataire. Quatrième élément qui unifie, qui donne un peu sens à cette région, bon là c'est un peu l'arlésienne, mais je suis un peu obligé d'en parler, c'est le fait effectivement islamiste qui lui aussi est un des grands défis pour les gauches arabes. C'est pas un défi nouveau et c'est pas forcément un défi qu'elles ont réussi à relever, mais c'est un défi assez difficile, on va dire. Là aussi, il y a eu un discours, grosso modo, juste après la révolution tunisienne et la révolution égyptienne, on a pu entendre un discours comme quoi les révolutions arabes allaient affaiblir les partis islamistes, que voire même ils allaient se cracher aux élections. Bon, un an après, je veux dire, il y a quand même un bilan qui est très clair, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit, et si on ne prend même pas les processus électoraux, que ce soit en Libye ou que ce soit en Syrie, les forces politiques islamistes sont des forces, je ne vais pas dire hégémoniques, mais en tout cas sont des forces qui bénéficient d'une certaine majorité et sont même des forces motrices dans ces processus. Peuvent être des forces motrices, y compris dans les processus du soulèvement, comme en Syrie, ou comme un moment en Libye. Alors quand je dis qu'il y a un fait islamiste qui est un fait majoritaire, etc., ça ne veut absolument pas dire naturellement que les islamistes ont un programme unifié. Quand on parle d'islamistes, on parle de dizaines d'organisations, on parle aussi de différences confessionnelles. Aujourd'hui, le Hezbollah chiite est très opposé et très hostile de plus en plus aux frères musulmans en général, avec qui il avait pourtant eu des alliances historiques. Pas forcément au Hamas, mais en tout cas, par exemple, les rapports entre le Hezbollah et le Libanais et une organisation comme Narda en Tunisie se sont considérablement détériorés.
Les relations entre le Hezbollah libanais et la branche libanaise des Frères musulmans s'est considérablement détériorée. Là aussi, on voit que par exemple, la question syrienne n'a pas seulement divisé la gauche, mais elle a divisé les islamistes. Mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on a à retenir. Défi pour la gauche, les islamistes, de manière générale, dominent le champ, hein, et dans les pays dont on parle, c'est pas un secret. En Jordanie, l'une des principales formations de l'opposition, c'est le Front d'Action Islamique. Au Liban, le Hezbollah, comme vous le savez, n'est pas une petite organisation politique. Les Frères musulmans syriens, même s'ils ne bénéficient pas d'une véritable implantation en Syrie, ils bénéficient par contre, on va dire, d'une certaine légitimité historique, qui est due notamment au massacre de Hama en 1982. Et aujourd'hui, c'est quand même l'une des principales composantes et des forces motrices du Conseil national syrien qui est basé à Istanbul. Les Frères musulmans syriens, par ailleurs, là aussi, il y a un discours qu'on peut entendre de dire les Frères musulmans syriens sont à Istanbul et sont en Turquie et sont éloignés du terrain syrien depuis des années, et au Royaume-Uni, plus par ailleurs, à Londres. Historiquement, ils sont basés à Londres. Mais il y a un discours qui tente à dire que c'est des acteurs extérieurs, donc donc la population syrienne ne se reconnaîtra pas en eux dans l'avenir. Bon, moi, j'ai toujours un doute sur ces thèses. Hein. On a vu le cas tunisien où Narda était un parti qui vivait dans l'exil et qui vivait à l'extérieur depuis de très nombreuses années, et qui a réussi à se reformer extrêmement rapidement par le biais des anciennes familles de prisonniers, etc. Donc, en général, il faut toujours se méfier de ces facteurs en disant voilà, les gens sont extérieurs depuis plusieurs années, donc ils n'auraient plus de légitimité dans le pays, donc ils n'auraient plus d'assises populaires. Tout ça est ça peut tenir plus, à mon avis, de la science-fiction, et il faut rester assez prudent sur ces questions. Donc voilà, grosso modo, 4 éléments structurants, et donc je vais parler un peu des positions des gauches arabes face à ces 4 éléments structurants. Fait autoritaire, et donc là on va parler surtout de la lutte sociale et démocratique des gauches. Rapports de force géopolitiques, régionaux et mondiaux. Faits communautaires et faits islamistes. Voilà un peu les quatre grands défis. On va voir comment les mouvements de gauche dans le monde arabe répondent de manière très différente parfois à ces défis. Puisque la gauche, de manière générale, a un discours qui est très clair et très unifié sur un sujet, c'est le sujet de l'autoritarisme. En général, les gauches dans le monde arabe, effectivement, ont plutôt un discours, on va dire, tout à la fois articulant la question sociale et la question démocratique. L'articulation entre les questions sociales et démocratiques, c'est ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire surtout le social. Mais on va voir en quoi les 3 autres sujets, c'est-à-dire le fait communautaire, les rapports de force régionaux et mondiaux et le fait islamiste, là par contre, les forces de gauche en général ont des réponses qui peuvent être extrêmement différentes, voire même complètement antagonistes. Et je pense que ce qui doit aussi motiver notre réflexion, c'est de se dire en quoi la grande difficulté pour les gauches, c'est qu'elles veulent tout le temps articuler leur discours sur, disons, le changement social et démocratique, mais les autres facteurs structurant ces sociétés, c'est-à-dire le fait communautaire, les rapports de force géopolitiques et mondiaux et également le fait islamiste, disons, limitent considérablement ces velléités. C'est ce qui fait donc une des grandes difficultés des gauches arabes dans la période actuelle. Donc la première question, je dirais la question sociale et démocratique, la question de l'opposition au fait autoritaire. Alors c'est vrai que dans un premier temps, les révolutions arabes, et notamment la révolution tunisienne et la révolution égyptienne, ont été véritablement perçues comme un signal, et ont été perçues très positivement par les mouvements de gauche dans le monde arabe. Je dirais pourquoi il y a eu un désenchantement après la révolution libyenne, et notamment aussi après avec le soulèvement syrien. Ces révolutions, effectivement, ont donné un signal aux gauches au Moyen-Orient pour deux faits simples. D'abord, ce sont des révolutions qui ont renversé, pas forcément le régime, mais on va dire au moins la tête du régime, ce qui était un symbole très fort. Ce sont des révolutions également qui ont mis en valeur, en tout cas c'est très clair pour la Tunisie, la question sociale, notamment avec un fort mouvement syndical en Tunisie, qui a été un signe pour l'ensemble des autres gauches en disant voilà, la question sociale qui souvent est recouverte et avait soi-disant disparu dans le monde arabe, cette question sociale existe encore et elle peut être brandie aussi. Donc ces révolutions ont été perçues positivement et ont réussi à créer une petite dynamique dans certains pays, au Moyen-Orient, une petite dynamique de contestation et de mouvements sociaux. Alors après, de contestation et de mouvements sociaux qui se sont traduits, je dirais, dans leurs propres mots. C'est-à-dire que par exemple au Liban, on ne va pas demander la chute du régime, c'est-à-dire il n'y a pas de régime comme en Syrie ou comme en Égypte ou comme en Tunisie. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que les forces de gauche et beaucoup de militants de gauche au Liban
ont compris qu'ils pouvaient jouer sur les révolutions arabes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au printemps 2011? Il y a un grand mouvement qui est né, qui était exceptionnel au Liban, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de dynamique. C'était le peuple veut la chute du régime confessionnel. C'était plus Ispat al-Nizam, mais c'était Ispat al-Nizam et Taïfi, c'est-à-dire comment retraduire le vocabulaire des révolutions arabes dans son propre vocabulaire et par rapport aux propres thématiques et aux propres structures de son pays. Ce mouvement est extrêmement intéressant. Il a réussi à réunir à Beyrouth, à une certaine époque, au printemps 2011, pratiquement 30 000 personnes dans les rues, ce qui, au Liban, sur ce sujet, et dans un tel contexte de polarisation, encore une fois, communautaire et politique, tenait effectivement, on va dire, du rapport d'un véritable rapport de force. Dans ce mouvement anticonfessionnel, il y avait un fort investissement effectivement du Parti communiste libanais. Beaucoup de ces cadres ont été des cadres moteurs de ce mouvement, des cadres effectivement aussi de l'Union des jeunesses démocratiques libanaises, qui est la section de jeunesse du PC. Il y avait aussi des forces nationalistes arabes, des forces nationalistes de gauche, et un peu aussi, j'ai dit, ce mouvement a été à l'époque soutenu par toutes ces intellectuels et journalistes, anciens militants, mais qui représentent quand même certains pôles dans la gauche arabe. La question sociale aussi, par exemple, au Liban, est réapparue, c'est-à-dire, elle est réapparue plus tard, elle n'est pas réapparue au printemps 2011, elle est réapparue, disons, plus cette année, on va dire, au l'hiver et printemps 2012. Là aussi, au Liban, il faut savoir que la question sociale est quelque chose la question des réformes économiques et sociales à apporter, c'est un sujet souvent qui est recouvert sous bien d'autres sujets. Bon, il y a eu une mobilisation, une petite mobilisation, mais extrêmement intéressante, extrêmement novatrice au Liban, cette année, notamment jusqu'en février 2012, autour de la personne de Charbel Nahas, qui était l'actuel, qui a démissionné, mais qui était le ministre du Travail, qui est un ancien membre du Parti communiste libanais, qui fait partie de l'actuelle majorité parlementaire avec le bloc chrétien de Michel Aoun et avec le Hezbollah, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait partie du camp, on dit, du 8 mars, c'est-à-dire le bloc actuellement au pouvoir, et c'est quelqu'un qui a entamé tout seul, d'une manière assez extraordinaire par ailleurs, un espèce de rapport de force face à tout le monde, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire une réforme de la sécurité sociale, un renforcement de la sécurité sociale, la création d'allocations de transport, la réforme du droit des travailleurs migrants, etc. Et il faut savoir que même son propre camp, même le camp du 8 mars, et son bloc parlementaire s'est retourné contre lui, que les ministres membres de son parti ont voté contre sa proposition de loi, que le principal syndicat, la Confédération Générale des Travailleurs Libanais, s'est prononcé contre sa réforme en disant que c'était une réforme qui allait trop loin, et qu'il y a eu une mobilisation autour de lui, d'abord de syndicalistes indépendants, et des forces de gauche ou d'anciens militants de gauche, c'est-à-dire il y a eu notamment un grand meeting qui a été tenu au Palais de l'UNESCO en soutien à Charbel Nahas, c'est-à-dire il y a eu un petit réveil de la thématique sociale autour de cette personnalité. Alors après, ça avait aussi quelque chose, je pense à l'époque, pour tous ces militants, d'assez déprimant, parce que c'était un peu Charbel Nahas, ministre du Travail, soutenu par les restes de la gauche, contre la terre entière, c'est-à-dire contre son propre camp, contre le 14 mars, et même contre la principale structure syndicale, la CGTL. Donc il y avait aussi un peu un côté tragique dans cette histoire. D'ailleurs, Charbel Nahas a démissionné en février 2012. Mais je disais tout ça pour montrer comment, par exemple, dans un pays comme le Liban, les révolutions arabes se sont traduites avec les mots propres à la cité libanaise, et comment est-ce qu'effectivement il y a eu un petit frémissement autour de cette question de comment contester le régime confessionnel, et un petit frémissement autour de la question sociale. Lorsque je dis que les révolutions arabes se traduisent chacune dans le vocabulaire propre de leurs espaces, on peut prendre le cas palestinien. Il faut se souvenir comment, en Palestine, en mars 2011, les Palestiniens ont repris eux aussi un peu cette dynamique de soulèvement arabe, mais naturellement ils n'avaient pas demandé la chute d'un régime qu'ils n'ont pas, ça c'était évident. Par contre, quelque chose leur apparaissait de très important, et ça a été l'objet de nombreuses manifestations à Gaza, c'était à l'époque les manifestations pour l'unité nationale entre le Hamas et Fatah, pour la fin de la logique de la guerre civile, pour la libération des prisonniers, cette fois non pas des prisonniers détenus par Israël, mais des prisonniers que le Fatah et le Hamas ont chacun des deux côtés de la barrière. Donc là aussi on avait un cas intéressant de révolution arabe qui se traduisent d'une certaine manière, d'une manière différente, mais avec les propres mots par rapport à une situation concrète. En Jordanie aussi, on a eu, alors là c'est quelque chose d'assez paradoxal, la Jordanie est un pays dont on a très peu parlé médiatiquement, alors que socialement et politiquement il s'y est passé depuis un an, et il s'y passe encore des choses extrêmement intéressantes.
Mais la Jordanie est un des premiers pays arabes à avoir pris le train en marche, je dirais, des soulèvements, puisqu'il faut se souvenir que la première grande manifestation à Amman pour demander des réformes, et notamment pour demander à l'époque la démission du Premier ministre Samir el-Rifai, c'était une manifestation qui s'est tenue le 14 janvier 2011, c'est-à-dire le jour de la chute de Ben Ali. C'était une manifestation qui avait été appelée légèrement avant, mais elle avait été appelée légèrement avant. Pourquoi? Aussi parce que le mouvement jordanien avait d'une certaine manière répondu à ce qui se passait en Tunisie depuis le 17 décembre. Le début des révolutions arabes, c'est pas le 14 janvier 2011, ça commence le 17 décembre. Et en Jordanie, dès décembre, il y a eu des mouvements qui ont commencé à bouger. Il y a eu un appel à cette manifestation par un mouvement qui s'appelait le mouvement des Jeyin, donc qui a manifesté le 14 janvier 2011, qui demandait la chute du Premier ministre de cette époque. Le mouvement des Jeyin, c'était un mouvement également dans lequel d'anciens militants de gauche ou de présents militants de gauche étaient très impliqués. Je pense à un personnage comme Khaled Radaldeh, qui est l'un des principaux dirigeants du mouvement de la gauche sociale et qui était un peu lancé, enfin qui faisait partie des cadres dirigeants de ce mouvement des Jeyin. En Jordanie, il y a eu, après toute une continuation, il y a eu le lancement du mouvement du 24 mars, qui a été notamment un mouvement très animé par des jeunes, par des jeunes notamment membres de partis politiques, c'est-à-dire dans le mouvement du 24 mars, qui là aussi demandait des réformes politiques et des réformes sociales. Dans le mouvement du 24 mars, vous alliez trouver des jeunes membres de partis politiques de gauche, comme le Parti de l'Unité populaire démocratique, comme le Parti communiste jordanien, mais vous alliez trouver aussi beaucoup de jeunes qui ne font pas partie de partis politiques, qui expriment aussi cette apparition de nouvelles générations politiques, qui se reconnaissent en général, parce que quand on les interviewe, ils se reconnaissent en général dans un certain discours progressiste, sans se retrouver non plus dans les actuelles structures des gauches arabes et des partis politiques arabes. Et là aussi, à mon avis, c'est un élément intéressant des révolutions arabes, c'est quelque chose qu'on voit en Jordanie, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays, mais en Jordanie, très clairement, il y a une espèce de clivage générationnel où beaucoup de jeunes vont s'engager dans les mouvements sociaux, vont se mettre à militer, vont partager des valeurs communes, voire même un programme avec lequel ils sont d'accord avec certaines forces de la gauche jordanienne, mais disons parfois le discours trop idéologique de certaines organisations, le discours un peu vieilli même, fait qu'ils n'arrivent pas finalement à entrer dans ces organisations et qu'elles ne correspondent pas à leur manière et à leur vision de la politique et de la politique à faire actuellement. Donc, mouvement pour la démocratie en Jordanie, mouvement pour les réformes, mouvement pour la chute du Premier ministre, mais aussi en Jordanie, ce qui a été extrêmement intéressant, mouvements sociaux et mouvements économiques et sociaux, alors qui avaient commencé avant les révolutions arabes, c'est-à-dire il faut se souvenir qu'en Jordanie, depuis 2010, il y a une série de conflits sociaux qui se sont poursuivis en 2011 et en 2012, notamment, je pense à la grève des ouvriers du port d'Aqaba, la grève des enseignants, il y a eu des grèves des enseignants, qui est actuellement l'un des secteurs les plus combatifs, on va dire, en Jordanie. C'est un mouvement qui s'est poursuivi jusqu'à très récemment. Et là, un problème par ailleurs qu'on va retrouver dans d'autres pays, c'est j'ai dit que les gauches arabes ont réussi, que certaines gauches arabes ont réussi à rentrer dans le mouvement et à faire valoir la question démocratique, et aussi qu'il y a eu des débats sur la question sociale, mais le gros problème, c'est que ces deux revendications, ça n'a jamais été lié dans le temps. C'est-à-dire au Liban, quand vous avez le mouvement contre le confessionnalisme, c'était au printemps 2011. Quand vous avez un peu ce frémissement autour de Charb el-Nahas et de la question sociale, c'était en 2012, soit un an après. Et il y a eu une difficulté, voire même une impossibilité, par exemple pour les cadres du Parti communiste libanais ou d'autres forces de gauche, à véritablement relier les deux questions. En Jordanie, on sent un peu la même chose quand on discute un peu avec les cadres de ces mouvements. C'est une difficulté, d'une certaine manière, à relier la question démocratique et sociale. C'est-à-dire, ils la relient dans le discours, ils disent, voilà, nous on est pour soit la chute du régime, soit le changement de régime, soit la réforme, mais en tout cas, il doit y avoir un changement démocratique qui doit être à l'œuvre. Et ce changement démocratique n'a pas de sens s'il ne s'accompagne pas de plus de justice sociale et de réformes économiques et sociales, mais dans le temps, le fait est que les mouvements sociaux en question ne collent pas entre eux, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage dans le temps que n'a pas réussi à franchir les forces de gauche. Dernier cas que j'aimerais citer, parce que c'est un des cas, celui-là qui a été le moins cité dans le printemps arabe, c'est l'Irak. L'Irak, où on pourrait supposer qu'il y a tout lieu qu'il n'y ait pas de mouvement, d'abord pour des raisons évidentes. Des cadres des mouvements sociaux irakiens ont cité un premier fait, c'est-à-dire de dire les gens ont peur en Irak d'abord de sortir dans la rue pour manifester parce qu'il y a des attentats, parce qu'ils peuvent se faire tuer. En plus des répressions policières qui peuvent se passer, mais il y a des facteurs aujourd'hui qui font qu'en Irak c'est très difficile de se déplacer, y compris dans des villes comme Bagdad.
Et pourtant, en Irak, on a vu, pareil, deux mobilisations sur la question démocratique et sur la question sociale. Il y a eu un mouvement dont on a un tout petit peu parlé dans les médias arabes, mais véritablement très peu, il a été complètement passé sous boisseau. C'était le mouvement du 25 février 2011, avec ce qu'ils appelaient à l'époque le mouvement populaire pour sauver l'Irak, qui était un mouvement qui demandait, d'abord qui demandait effectivement la fin des violences, la fin de la corruption, la fin aussi une grosse critique contre le régime confessionnel, puisqu'il faut quand même réaliser qu'aujourd'hui le modèle irakien ressemble énormément au modèle libanais, puisqu'en Irak le président est kurde, le premier ministre est chiite et le président du parlement est sunnite, c'est-à-dire il y a une composition confessionnelle du pouvoir qui après se répercute dans les services de sécurité, dans les administrations, c'est-à-dire que tout doit être partagé selon des quotas, etc., selon les confessions. Bon, c'est le modèle libanais qui est un modèle qui a considérablement réussi, comme vous pouvez le savoir. Et donc ce mouvement du 25 février 2012 contestait effectivement la structure confessionnelle du pouvoir, contestait la corruption, contestait cette corruption des élites politiques, et contestait également, alors là ils ont un peu essayé de faire le lien avec la question sociale, ils contestaient également la privatisation de l'économie, notamment la privatisation du pétrole. Ces manifestations n'ont pas été des manifestations énormément suivies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les faire passer pour un grand mouvement social où des centaines de milliers de personnes seraient sorties dans les rues. C'est des mouvements qui ont réuni en général plutôt des centaines de personnes, pour parler honnêtement, des centaines de personnes, mais dans un contexte effectivement sécuritaire qui est très limitatif. Ce qui était intéressant par contre, c'est que c'était un mouvement qui était national. Il y a eu des manifestations en tout dans près de 60 villes et 16 gouvernorats. C'était une première en Irak depuis très longtemps sur ce genre de mouvement. Et c'est un mouvement lui-même qui dit que par ailleurs il n'a pas fonctionné en partie aussi parce qu'il n'a bénéficié d'aucun relais ni d'aucun soutien à l'extérieur. L'ensemble des télévisions arabes, des médias arabes et a fortiori notamment des États arabes n'ont pas soutenu ce mouvement. Je dis le manque de soutien est important puisque on a vu qu'actuellement dans la question libyenne ou dans la question syrienne, dans les stades actuels de polarisation, la question des soutiens extérieurs, des soutiens financiers notamment, voire même des soutiens militaires, est quelque chose de très important. Et en Irak, dernièrement, pareil, quelque chose qui est complètement passé sous le boisseau, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, les mouvements syndicaux. Alors, ils ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire il y a des mouvements, il y a l'apparition d'un nouveau mouvement syndical en Irak, ce qui est par ailleurs assez fort, puisque le mouvement syndical en Irak, avant 2003 et avant la chute de Saddam Hussein, était un mouvement considérablement réprimé, était sous le coup d'une loi, de la loi de 1987 par Saddam Hussein, qui interdisait pratiquement tout travail syndical. Et depuis 2003, effectivement, il y a eu une série de mobilisations syndicales, de naissance de nouveaux syndicats, etc. Il y a eu des grands mouvements en 2006-2007, notamment des travailleurs du pétrole, notamment contre la privatisation, mais aussi pour des rehausses de salaire. Et là, en 2011, on a vu de nouveau cette question de la privatisation du pétrole être très agitée par la Fédération Générale des Syndicats en Irak. Et on a vu également une grosse mobilisation autour du syndicat de l'électricité. Et enfin, une dernière mobilisation autour de la campagne pour une sécurité sociale en Irak. Donc, je cite ça très rapidement, mais pour dire qu'il y a un mouvement syndical. Aujourd'hui, disons que les voies les plus intéressantes du renouvellement politique, du champ politique à gauche, etc., en Irak, passe pour l'essentiel, ou passe dans ces dynamiques les plus intéressantes par les mouvements syndicalistes. Donc, pour terminer cette question, on peut dire que d'un côté, il y a eu des fenêtres d'opportunités politiques qui se sont créées pour les gauches au Moyen-Orient, fenêtres d'opportunités politiques un peu dues effectivement à cette dynamique née en Tunisie et en Égypte. Ces gauches, dans plusieurs pays, comme je l'ai dit, ont essayé de traduire dans leurs propres mots les révolutions arabes, dans des cas ont demandé la chute du régime confessionnel, dans d'autres cas l'unité nationale, comme pour les Palestiniens, etc. Mais, en même temps, comme vous en apercevez, elles se sont toutes, et pas seulement eux, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements se retrouvent finalement face à une situation d'échec. C'est-à-dire que si on parle du Moyen-Orient, on parle majoritairement d'États dans lesquels il n'y a pas eu de chute du régime quelconque, où il n'y a pas eu, disons, de véritables réformes significatives ou de changements politiques significatifs. Le seul pays où il y a eu une véritable dynamique révolutionnaire, une dynamique de soulèvement, c'est la Syrie, mais là aussi on est face à un problème, puisqu'en Syrie, comme vous le savez, il n'y a pas non plus eu de chute du régime, et actuellement on peut difficilement dire que dans les semaines qui viennent, il va y avoir chute du régime. Je dis ça encore, peut-être que je me trompe, parce qu'il y aura peut-être chute du régime, mais ce que je veux dire, c'est que la dynamique syrienne actuellement, malheureusement, va plutôt dans une, comme vous le voyez, une dynamique de polarisation communautaire de plus en plus forte, et
une dynamique de guerre civile de plus en plus affirmée, qui fait qu'effectivement tout le pays ne sera pas contrôlé par le régime, ça c'est déjà un fait, d'ailleurs une partie du pays n'est plus contrôlée par le régime, mais ça ne veut pas dire que le régime est tombé. Donc c'est l'une des grosses difficultés quand on pense le Moyen-Orient arabe, on pense une situation où dans le cadre des révolutions arabes, les régimes ne tombent pas, et les régimes, d'une certaine manière, malheureusement, ne changent pas. Et c'est un des gros problèmes pour les gauches arabes, effectivement. Et donc là, je vais en venir à ces facteurs bloquants, c'est-à-dire comment, lorsque on fait avancer la question démocratique et la question sociale, comment est-ce qu'on essaye d'entrer dans ce grand printemps arabe, etc., en faisant valoir ses revendications, comment malgré tout, dans ces pays, on se retrouve bloqué par des facteurs structurants, donc notamment, je vais parler de ce que j'appelle les rapports de force géopolitiques régionaux et mondiaux, et le fait communautaire et le fait islamiste. Donc déjà, ce que j'appelle le fait géopolitique, c'est-à-dire la géopolitique régionale, qui est un facteur de division stratégique pour les gauches arabes. Les gauches arabes se sont divisées sur la question de la géostratégie au Moyen-Orient, sur la question des alliances à avoir avec tel et tel régime, ou des alliances à avoir avec telle ou telle opposition. Il faut dire que jusqu'aux révolutions arabes, jusqu'au début des révolutions arabes, les gauches au Moyen-Orient, du moins, étaient plutôt unies autour d'un certain nombre de principes. Aujourd'hui, elles sont plutôt désunies autour d'un certain nombre de principes, mais jusqu'aux révolutions arabes, elles étaient plutôt unies autour d'un certain nombre de principes, les plus connus notamment, ça va être l'opposition à Israël et aux États-Unis, c'est-à-dire le vieux fond anti-impérialiste et tiers-mondiste de la gauche, qui ne se retrouve pas qu'à gauche, mais qui se retrouve aussi chez les nationalistes arabes ou chez les islamistes. Mais grosso modo, il y avait ça véritablement dans les gauches arabes. C'était l'opposition à la guerre en Irak, c'était l'opposition aux sanctions internationales contre des pays comme l'Iran ou la Syrie, sans pour autant forcément soutenir ces régimes. C'était ce qu'on appelait, par exemple, dans la gauche palestinienne ou FPLP, ou même au Parti communiste libanais, le soutien à l'axe de la résistance, c'est-à-dire à cette espèce d'axe, alors je vais préciser soutien critique, mais c'était le soutien à l'axe de la résistance, c'est de dire dans le cadre de la confrontation à Israël ou dans le cadre de la confrontation aux États-Unis, nous tenons avec l'axe de la résistance, nous tenons avec le Hezbollah contre Israël, nous tenons avec le Hamas par exemple contre Israël, ou nous tenons même avec le régime syrien contre les États-Unis, mais en même temps, bien sûr, il s'agissait évidemment d'un soutien critique, c'est-à-dire que si vous discutez ou si vous faites des entretiens avec des militants du Parti communiste libanais ou du Front populaire ou de la gauche palestinienne en général, leur soutien à une formation islamiste, disons, dans le cadre de la confrontation militaire avec Israël, n'implique pas forcément un soutien à toutes les positions du mouvement islamiste sur la politique interne, et au contraire, plutôt en général, ces organisations se situent plutôt dans une logique d'opposition au mouvement islamiste sur les autres axes programmatiques, je sais pas, sur l'économie, sur la gestion du pays, sur la question de la vision qu'on a des institutions et de la place de l'islam dans les institutions. Là, il y a des désaccords fondamentaux. Mais grosso modo, on avait un peu cette idée on avait un peu ce paradigme anti-impérialiste qui structurait un peu les gauches arabes. Il était tellement fort d'ailleurs que même en Syrie, si vous pouvez prendre des intellectuels syriens de l'opposition avant les printemps arabes, on pouvait trouver des intellectuels syriens de l'opposition qui pouvaient tout à la fois dire que le lien entre le Hezbollah et le régime syrien était un problème, mais qui en même temps disaient nous tiendrons avec le Hezbollah, par contre, dans le cadre de la confrontation avec Israël, si le Hezbollah se fait attaquer. Donc c'est-à-dire, c'était des positions de soutien systématiquement, mais de soutien critique, c'est-à-dire c'était pas des positions là aussi noires ou blanches, mais grosso modo, voilà, ce paradigme, on va dire le paradigme tiers-mondiste, le paradigme anti-impérialiste qui structurait un peu les gauches arabes sur la question de la géopolitique régionale. Il y a eu naturellement quelques exceptions. Il y a l'exception du Parti communiste irakien, qui en 2003 a plutôt soutenu, on va dire, l'intervention américaine. Il y a l'exception du mouvement de la gauche démocratique au Liban, qui a été une scission du Parti communiste libanais, et qui, lui, par exemple, s'est engagé dans ce qu'on appelle le bloc du 14 mars, aux côtés du courant du futur de l'ancien Premier ministre Hariri, aux côtés des forces libanaises de Samir Jarjah, des principales forces politiques chrétiennes. Le mouvement de la gauche démocratique, lui, dans son optique, considérait que la priorité, en 2005, devait aller à la lutte contre le régime syrien, notamment à la lutte pour que les troupes syriennes quittent le Liban. Et dans ce cadre, à l'époque, le mouvement de la gauche démocratique a décidé de quitter le Parti communiste et a dit voilà, nous, on a plutôt choisi ce camp-là et notre priorité va à la lutte contre la Syrie et non pas dans la conjoncture actuelle
à d'autres préoccupations comme la lutte contre les États-Unis d'Amérique ou l'impérialisme, etc. C'est-à-dire que c'était un choix politique affirmé. Mais en dehors de ces deux cas, je dirais, il n'y a pas eu le consensus, plutôt très majoritairement, si on regarde en Jordanie c'est pareil, le consensus très majoritairement est en général plutôt un consensus, l'ennemi principal c'est les États-Unis, etc. C'est le consensus anti-impérialiste. Ce consensus de type anti-impérialiste, de type tiers-mondiste, c'est littéralement brisé, d'une certaine manière, avec le soulèvement syrien. Il s'est peut-être même brisé, je dirais, un peu en amont avec le soulèvement libyen, c'est-à-dire que souvent, moi je dis qu'il y a deux périodes des révolutions arabes. Il y a la période idéaliste, celle de la montée, c'est-à-dire la révolution tunisienne, la révolution égyptienne. Si vous regardez la révolution tunisienne et la révolution égyptienne sur tous les médias arabes, quelle que soit la tendance, qu'on soit pro-iranien, pro-qatariote, il y avait plutôt, disons, un espèce d'engouement autour de ces révolutions, engouement qu'on trouvait chez toutes les forces politiques, qu'on trouvait chez les islamistes, qu'on trouvait chez toutes les forces de gauche. Il y avait un engouement politique, un soutien politique aux populations tunisiennes et égyptiennes. Bon, les choses ont commencé tout de suite à tourner avec la situation libyenne, a fortiori après avec le soulèvement syrien, mais avec la situation libyenne, une fois effectivement que la crise libyenne s'est internationalisée, notamment qu'elle ne s'est pas seulement onuisée, mais qu'elle s'est otanisée, il y a eu le désenchantement post-révolutionnaire a très rapidement commencé, notamment dans les gauches arabes. Ce désenchantement post-révolutionnaire, par ailleurs, a été extrêmement problématique puisqu'il a favorisé aussi, en retour, un discours que vous pouvez trouver un peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le discours complotiste. C'est-à-dire, il y a un an, des gens pouvaient s'enflammer pour les révolutions. Aujourd'hui, les gens disent non, finalement, ces révolutions résultent d'un grand complot américano-sioniste qui a été fomenté à Washington, qui a été calculé, etc., y compris en Tunisie. Bon, c'est-à-dire le discours complotiste se base aussi sur, je dirais, le désenchantement qu'il y a eu, effectivement, après le soulèvement libyen et maintenant après le soulèvement syrien. Alors quand je dis qu'actuellement le soulèvement syrien a un peu divisé stratégiquement les gauches arabes, qu'il a divisé les consensus qu'il y avait avant, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a deux logiques que vous pouvez entendre dans les gauches arabes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une première logique qui tente à dire il faut la chute du régime, c'est la première chose, c'est le premier pas, et que toute perspective progressiste, que même toute perspective pour les forces de gauche, et même toute perspective pour les Palestiniens, pour les Irakiens, etc., dépend d'abord de la fin du paradigme autoritaire dans la région, et notamment en Syrie. C'est-à-dire, il y a une partie des gauches arabes qui disent la priorité doit être donnée à la chute du régime, à la chute des régimes en général, à la chute du régime syrien dans le cadre actuel, parce que c'est là où il y a le soulèvement le plus fort, et les autres problèmes seront traités plus tard. C'est-à-dire c'est la chute du régime qui est condition d'une dynamique vertueuse, tout à la fois démocratique, sociale, voire même dans leur idée décoloniale. Et il y a une deuxième position qui existe dans les gauches arabes, qui est la position complètement inverse, qui est même, à mon avis, et d'après ce que moi je vois, mais après on pourra toujours me contredire, d'après ce que je pense que la seconde position est plus majoritaire que la première, tout du moins dans certains pays. La deuxième position, c'est de dire que la chute du régime, même si le régime n'est pas... Souvent dans la deuxième position, on va dire le régime syrien est un régime autoritaire, dictatorial, criminel, etc. Mais dans cette deuxième position, on dira, mais la chute du régime dans la conjoncture politique actuelle va aboutir premièrement à un renforcement des positions de l'Arabie Saoudite, des Qatar et du pays du Golfe en Syrie, c'est-à-dire au cœur du Moyen-Orient, va aboutir à un affaiblissement finalement, des perspectives anti-impérialistes dans la région, c'est un peu l'idée derrière, et pourrait arriver également à une déflagration communautaire et civile et confessionnelle, notamment pas seulement en Syrie, mais au Liban, et raviver également les tensions en Irak. C'est-à-dire ces deux points de vue, grosso modo, on peut dire qu'il y a un point de vue qui donne la priorité à l'interne, c'est-à-dire à la Syrie en fait, qui dit voilà, la priorité c'est la Syrie, le régime doit tomber en Syrie et c'est de là que va partir les choses positives, alors que l'autre tendance dit plutôt le contraire, elle donne plutôt la priorité à l'extérieur, elle dit certes en Syrie il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant, il y a un soulèvement, mais ce soulèvement va avoir des conséquences au Liban, en Irak, sur l'ensemble de la région, qui vont être catastrophiques et qui vont finalement affaiblir nos positions. Donc grosso modo, vous avez priorité à l'interne, priorité à l'externe. Et c'est un débat stratégique qui divise les gauches. Alors après, ce débat stratégique lui-même se subdivise en plusieurs types de réponses que je vais un peu expliquer dans les gauches arabes, et je vais montrer en quoi ce débat existe dans la gauche syrienne, et qui est, alors elle, extrêmement divisée actuellement et extrêmement éclatée, hein, parce que, bon, en plus, ils sont au cœur
au cœur du combat, donc ce qui est d'autant plus difficile. Donc qu'est-ce qu'on a comme position? Par exemple, on va voir la position, à mon avis, qui est la position la plus minoritaire dans les gauches arabes, pour parler sincèrement, qui est la position de dire il y a un soulèvement populaire, le soutien à ce soulèvement populaire doit être inconditionnel, et donc il doit y avoir chute du régime. Cette position souvent dit aussi que la Syrie, par exemple, concernant le conflit israélo-palestinien, les militants qui soutiennent cette position diront la Syrie n'a jamais véritablement lutté aux côtés des Palestiniens. D'ailleurs, la Syrie est intervenue contre les Palestiniens en 1973 au Liban. La Syrie n'a pas tiré une balle sur le Golan, du Golan sur Israël depuis 1973. Enfin, en général, c'est ce genre d'argument aussi qui est un peu agité. Au Liban, par exemple, vous trouverez cette position adoptée, c'est-à-dire de chute inconditionnelle du régime, vous trouverez cette position adoptée par plutôt, on va dire, l'extrême gauche, c'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui s'appelle Al-Muntada al-Ishtiraki, le Forum socialiste. Vous trouverez ça chez quelques militants du Parti communiste libanais, mais ce n'est pas la position majoritaire du Parti communiste libanais. En Jordanie, vous trouverez ça chez des militants de gauche indépendants, mais très minoritaire, dans le mouvement du 24 mars, un peu ce mouvement de jeunes dont j'ai parlé, demandant des réformes sociales et économiques. Il y a un véritable soutien au soulèvement syrien chez certains jeunes, mais en général, ce n'est pas les jeunes justement membres de partis politiques. Et j'ai le sentiment, bon, parce que ça se base sur quelques interviews, sur quelques recherches que j'ai faites, j'ai le sentiment que cette position est plutôt dans l'ensemble minoritaire. Par contre, cette position souvent va être soutenue par de grandes figures intellectuelles du monde arabe, des figures par exemple comme Elias Rouli au Liban, qui est une des vieilles figures de la gauche libanaise, même si c'est séparé de ses camarades pour des raisons assez complexes. Donc ça, c'est la première position de soutien inconditionnel au soulèvement. Moi, je pense que d'après ce que je vois, je pense que c'est une position qui est minoritaire. La deuxième ligne, par contre, c'est ce que j'appelle la ligne médiane. Je pense que dans les gauches arabes, c'est la ligne la plus adoptée. Alors la ligne médiane, parfois, ça consiste aussi à ne rien dire et à ne pas du tout parler du soulèvement syrien comme si ça n'existe pas. Ça, c'est pour éviter les problèmes. Donc cette deuxième ligne médiane, c'est de dire il y a soulèvement populaire en Syrie et le soulèvement doit être soutenu, mais, et c'est là où le mais est très important, mais l'investissement de pays tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite auprès de l'opposition syrienne, ou le risque de voir un pays historiquement opposé à Israël tomber, ou encore le risque le risque de développement de groupes salafistes notamment, ou le risque de guerre civile en Syrie, tout cela doit appeler finalement à un soutien très modéré au soulèvement et effectivement peut-être à une logique même de dialogue entre une partie du régime et une partie de l'opposition. C'est un peu ce qui structure cette pensée. On trouve ce genre de raisonnement dans le Parti communiste libanais, très clairement. On trouve cette position, à mon avis, dans la majorité des organisations de la gauche jordanienne, au point que ça a été même très récemment, c'est-à-dire là, en février 2012, un point de scission totale. Il y avait un cadre d'unité, j'en parlerai, entre les frères musulmans jordaniens et la gauche jordanienne contre le roi. L'un des arguments de la gauche jordanienne de se séparer complètement des frères musulmans dans la période actuelle, c'est de dire aussi, sur la Syrie, nous n'avons plus confiance en vous et nous ne soutiendrons pas une intervention du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans cette région, et nous sommes même contre, une manière de dire pratiquement, pas on est avec le régime, mais quand même, un peu, il y avait un peu ça, à mon avis, derrière qui sous-tend cette position. On peut dire que la position des organisations de la gauche palestinienne n'est pas très éloignée de cette position, à ceci près que la position des organisations politiques palestiniennes, et là il ne s'agit pas seulement de la gauche, mais il s'agit à mon avis de toutes les organisations politiques palestiniennes, c'est une politique de prudence qui a ses propres raisons. Lorsqu'on discute avec des Palestiniens, qui soient de gauche, islamistes ou Fatah, nationalistes, tout ce qu'on veut, l'idée toujours qui sous-tend un discours, c'est de dire nous, on n'est pas seulement des gens qui prenons position sur la Syrie, nous sommes des gens qui avons des réfugiés en Syrie, qui avons une population d'un demi-million de personnes, et que prendre la défense du régime, une défense totale du régime, si l'opposition arrive au pouvoir, on le paiera, mais prendre une position de défense totale de l'opposition, si le régime tient, on le paiera aussi. Et en tant que Palestiniens, on a quand même le souvenir que nos ingérences dans les affaires internes d'autres pays, historiquement, on les a payées très cher. Le Liban, l'investissement de l'OLP dans la guerre civile libanaise, les Palestiniens en ont été les principales victimes, au point que leurs droits, ils sont sortis plus dépouillés de leurs droits en tant que réfugiés au sortir de la guerre qu'avant. Il y a l'autre exemple, effectivement, qui est l'exemple très traumatisant pour les Palestiniens du Koweït,
et de l'expulsion du Koweït lorsque Yasser Arafat a pris, disons, position pour Saddam Hussein. Donc la position des organisations palestiniennes, y compris des organisations politiques de gauche, c'est de dire, grosso modo, on reste en retrait du conflit syrien, a fortiori s'il tombe en guerre civile. On reste en retrait du conflit syrien pour préserver nos positions palestiniennes, pas seulement politiques, mais positions humaines, c'est-à-dire en tant que réfugiés. Donc voilà. Oui. J'ai encore. Non, ça va, je vais me dépêcher. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait là. J'ai déjà parlé de Bon, je vais essayer d'accélérer. Je suis désolé. La troisième ligne, c'est la ligne la plus minoritaire, c'est la ligne de soutien inconditionnel au régime. Alors cette ligne aussi est minoritaire, c'est la ligne qu'on va trouver par exemple là véritablement dans des groupuscules, comme un groupuscule qui s'appelle l'Union communiste au Liban, qui est proche du parti communiste syrien Bagdash, qui lui aussi d'ailleurs ne représente plus grand chose, en Syrie. Donc pour résumer, je dirais que dans tout ça, la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne un peu prudente, c'est la ligne qui est plutôt majoritaire. La ligne de soutien absolu au soulèvement, c'est une ligne minoritaire à mon sens, et la ligne de soutien absolu au régime, c'est aussi une ligne minoritaire. Et si vous prenez aujourd'hui les gauches syriennes, vous retrouverez exactement le même panel de positions. Vous retrouverez par exemple des militants de gauche, notamment d'anciens militants du Parti d'Action communiste, qui sont très investis dans le soulèvement syrien, notamment dans les comités locaux de coordination, mais qui peuvent être en même temps opposés au Conseil national syrien basé à Istanbul. Vous trouverez une position qui est celle du Comité national de coordination pour le changement démocratique, qui est dirigé par Issam Mana, qui est un opposant syrien qui est aujourd'hui basé à Paris. C'est une position qui, par exemple, appelle à la chute du régime, mais qui en même temps est contre la militarisation de l'opposition, qui est contre l'investissement de pays comme le Qatar ou les pays du Golfe dans le soulèvement syrien. Vous pouvez trouver des organisations comme le parti démocratique du peuple, qui est l'ancien parti communiste de Riyad al-Turk, qui lui, par exemple, va faire partie du Conseil national syrien, va être avec les frères musulmans dans le Conseil national syrien, va peut-être être même en faveur d'une forme d'intervention étrangère, sous forme militaire, sous forme de corridor humanitaire ou tout ce que vous voulez. Et vous allez avoir aussi des forces de gauche, cette fois membres de l'opposition légale, c'est-à-dire des forces de gauche légalisées par le Baas, qui sont donc des forces en réalité assez proches du Baas, comme le Parti communiste syrien Faisal et Bagdash, ou comme également un parti qui s'appelle le Parti de la volonté populaire d'un député qui s'appelle Qadri Jamil, qui a été élu député aux dernières élections législatives syriennes. Donc voilà, dans les gauches syriennes, vous allez aussi avoir tout ce panel extrêmement divisé. Vous allez avoir des gauches syriennes héritières du Parti communiste qui vont tenir avec le régime. Vous allez avoir des gauches syriennes, au contraire, qui vont être dans le Conseil national syrien basé à Istanbul et qui vont même défendre la perspective de chute du régime, y compris avec une aide militaire extérieure. Vous allez avoir des gauches qui vont dire on est pour la chute du régime, mais on est contre la militarisation de l'insurrection parce qu'elle risque de faire tomber le pays en guerre civile. Et donc, c'est-à-dire ces débats que vous avez dans toutes les gauches arabes, ils existent actuellement dans la gauche syrienne. Donc en fait j'ai encore beaucoup à dire, je remarque. Donc je pense que je vais essayer peut-être de résumer un peu la fin. Lorsque j'ai dit que ce fait géopolitique est un problème pour les gauches, c'est que ce fait géopolitique effectivement se transforme de manière immédiate en fait communautaire. Donc il n'y a pas besoin de... Vous connaissez un peu la structure confessionnelle, notamment en Syrie, notamment au Liban. J'ai dit tout à l'heure que par exemple au Liban, effectivement, selon sa communauté, souvent on choisit ses révolutions. Il n'y a même pas besoin d'être membre d'un parti politique pour cela. Moi j'étais très surpris dans des discussions avec des amis chiites, disons venant plutôt de la gauche, de voir qu'ils étaient même eux adeptes de la théorie du complot concernant la Syrie, en disant finalement ce soulèvement n'est que le fruit d'un vaste complot, c'est-à-dire ils avaient un discours encore plus radical que le Hezbollah en la matière, parce que ce ne sont pas, disons, les communautés qui sont ce sont pas les communautés qui sont la base du politique et qui sont la base de ces divisions régionales et géopolitiques, c'est plutôt le contraire, mais disons les divisions géopolitiques régionales s'appuient sur les communautés politiques aussi parce que ça prend. Et lorsque je dis que c'est un défi pour la gauche, pourquoi? Parce que la gauche dans le monde arabe, et c'est un défi notamment pour les intellectuels de gauche, la gauche dans le monde arabe ne peut pas avoir qu'une analyse basée sur le social. Elle ne peut pas avoir une analyse que basée sur l'économique. Et c'est pour ça que dans les années 1980, chez certains intellectuels de gauche, vous avez aussi eu un peu ce retour, ce grand penseur maghrébin, Ibn Khaldoun, et notamment au concept de Rassabia, c'est-à-dire au concept de groupe de solidarité, finalement, groupe de solidarité confessionnelle, groupe de solidarité religieux, qui
et à même finalement de structurer le politique, de structurer la vision du monde de manière large. Et ça, c'est un véritable défi. C'est un défi pour la gauche qui n'est donc pas seulement un défi politique, c'est aussi un défi intellectuel. Vous avez eu au Liban des intellectuels comme Marc Hamel qui ont essayé un peu de penser cette question dans les années 1980. Et la deuxième chose, c'est que c'est un défi d'autant plus grand pour les gauches arabes que ce défi, je dirais, elles l'ont déjà perdu. C'est-à-dire que lorsque vous aviez un grand mouvement, par exemple, avant la guerre civile libanaise, vous aviez des mouvements sociaux au Liban extrêmement intéressants. Vous aviez des idées de gauche qui traversaient toute la société. Mais lorsque la guerre civile a commencé dans toute cette période 1975-1991, toute cette période a été marquée par une confessionnalisation aussi de la gauche. C'est-à-dire que la gauche aussi, au bout d'un moment, s'est retrouvée dans une situation où, de fait, c'était des gens qui étaient dans un quartier de Beyrouth et qui tiraient au mortier sur un autre quartier qui était d'une confession différente et largement majoritaire, en l'occurrence qui était maronite. Donc, c'est-à-dire la gauche elle-même s'est retrouvée prise par la logique milicienne aussi, mais s'est retrouvée prise dans le spectre du confessionnalisme. Donc, c'est d'autant plus difficile de répondre à une question lorsque historiquement, on a déjà échoué, je dirais, sur cette question. Dernier défi dont je voulais parler, c'était le fait islamiste. Et donc, je vais terminer sur ça. Historiquement, les gauches arabes n'ont pas refusé de travailler avec les islamistes. Ça, c'est faux. Si on regarde depuis les années 2000, vous avez eu beaucoup de cadres d'alliance avec les islamistes. Vous avez eu des cadres d'alliance sur la question démocratique. Par exemple, en Jordanie, les principales forces de gauche étaient dans une espèce de conférence commune avec le Front d'action islamique jordanien. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des organisations comme le Parti communiste libanais, comme le Front populaire de la libération de la Palestine, ou aussi comme des associations de gauche qui vont dire, dans le cas du conflit militaire face à Israël ou face à d'autres forces, nous pouvons nous allier temporairement aux islamistes. C'est-à-dire que, grosso modo, historiquement, depuis les années 2000, il y a toujours cette idée que les alliances avec les islamistes sont permises à deux conditions, enfin sur deux sujets, la question démocratique pour contester le système autoritaire, et la question, on va dire, la question nationale, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu de s'opposer à une force étrangère occupant votre territoire. Ça a été grosso modo toujours les deux modes d'alliance. Aujourd'hui, à mon avis, il y a un élément nouveau qui apparaît. C'est qu'il y a une peur, finalement, on sent une peur de plus en plus chez les militants de gauche et dans les organisations de gauche, une peur qui est liée au fait, enfin qui est liée à un discours qui est de dire aujourd'hui, dans les révolutions arabes, depuis la Tunisie jusqu'au Yémen, les islamistes sont en train, non pas seulement d'être aux portes du pouvoir, mais sont en train d'être au cœur du pouvoir. C'est une logique qui dit, les islamistes sont au cœur du pouvoir, et finalement les révolutions arabes renforcent la position de pays tels, encore une fois, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est vrai, par exemple, le Qatar, aujourd'hui, a de nombreux liens avec le mouvement Ennahda, par exemple, en Tunisie, et la Tunisie, d'ailleurs, enfin, le mouvement Ennahda compte en profiter également économiquement, je dirais. Donc, mais vous avez dans les gauches arabes un véritable discours de peur que vous n'aviez pas forcément avant. C'est-à-dire, avant, vous avez le discours de peur, mais il était plus dû à un discours idéologique. Maintenant, c'est un discours de peur véritablement politique, en disant, attention, maintenant, c'est plus seulement des ennemis idéologiques, mais ce sont des ennemis de toute façon qui vont être au pouvoir dans pratiquement la majorité des pays où il y a une dynamique de changement. Donc, à partir de ce moment-là, notre régime d'alliance doit être beaucoup plus limité avec eux. Cette peur, vous l'avez aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, dans la gauche syrienne. Une partie de la gauche syrienne partisane du soulèvement a de plus en plus peur de la force et du poids de formations politiques islamistes, comme les Frères musulmans extérieurs, ou, disons, de petits groupes salafistes qui se développent dans les milieux de la lutte armée, même s'ils ne sont pas majoritaires. Donc ça, cette peur, elle aussi, après, elle se traduit de manière différente, parce que vous pouvez avoir des alliances très surprenantes. C'est-à-dire au Liban, aujourd'hui, vous trouverez des gens de gauche qui vous diront « Ah non, moi je préfère l'islamisme du Hezbollah à l'islamisme des Frères musulmans, donc je suis avec les islamistes de Hezbollah, parce que eux, au moins, ils protègent les minorités dans la région, et qu'ils sont opposés aux Frères musulmans au Qatar. » Vous trouverez d'autres gens de gauche qui diront « Non, moi j'ai très peur de Hezbollah, mais je suis avec les Frères musulmans, parce que les Frères musulmans sont pour la chute du régime syrien, donc pour une logique démocratique. » Et ça, donc voilà, ça peut se traduire de manière très diverse. C'est par rapport à la question nationale. Oui, bien sûr. Je termine. Je conclue même. Donc voilà, bon, j'ai essayé un peu d'esquisser un
un grand tableau, vraiment en disant que finalement ce qui constitue l'essence de la gauche, effectivement cette question démocratique et sociale, se retrouve bloquée, hein, voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer dans cette analyse, se retrouve bloquée par des facteurs structurants, le fait communautaire, les rapports de force géopolitiques régionaux qui obligent à se placer souvent d'un côté et d'un autre, et même quand la gauche essaye de faire émerger, on va dire, une troisième voie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et par ce fait islamiste qui fait que les islamistes dominent le champ politique. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les islamistes qui doivent se positionner par rapport à la gauche et qui doivent prendre position par rapport à la gauche, c'est plutôt la gauche qui, dans ses débats stratégiques, théoriques, tactiques, etc., tout le temps se demande qu'est-ce que je fais avec les islamistes et qu'est-ce qu'on va faire demain et comment ça va se passer. Les islamistes, eux, peuvent se passer de la gauche souvent aisément, enfin dans la période actuelle, tout du moins. Et donc voilà, j'ai parlé un peu de ce besoin aussi de renouveau intellectuel. Je pense que, notamment sur le fait communautaire, sur ces questions géopolitiques et sur ces questions islamistes, le défi stratégique pour la gauche n'est pas qu'un défi politique, et on le voit aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels de gauche disent que le travail, il y a tout un travail intellectuel à refaire. Alors, il apparaît aujourd'hui, par exemple, au Liban, il y a une revue qui est sortie qui s'appelle Bidayat par Fawaz Raboussi. Il y a le journal en ligne très intéressant Jadalia qui est dirigé par Bassam Haddad, qui est un jeune Syrien. Il y a des tentatives comme ça aussi de dire créons des espaces un peu à gauche, soyons aussi humbles, c'est-à-dire tout le travail aujourd'hui ne passe pas forcément par un travail de construction, d'organisation politique, mais passe aussi par un renouvellement intellectuel, par les leçons à tirer du passé, aussi par les auteurs du passé qu'il faut relire, aussi par tout un travail véritablement aussi d'écriture et de pensée. Là, il y a véritablement tout un champ qui est encore ouvert. Voilà.